J'ai persévéré tout ce premier mois-ci. Et Hauteur de 2-3 séances par semaine. 2 séances, c'était 2 lundi et mercredi. Donc le mercredi, je traînais mes courbatures du mercredi jusqu'au lundi. Hein. Ouais. Et même le dimanche, je pouvais toujours plus bouger. Hein, pour te dire, le niveau de courbature qui ne voulait pas passer. Quoi. Comme Le mardi matin, il devait être pas mal pour la séance du mercredi. Ah ouais. C'était les premières séances, les 2 premières semaines, c'était horrible. Ouais. Vraiment. Mais j'ai pris cette décision sans me dire que je prenais la décision en fait. Tu vois, j'y suis allé comme si je réfléchissais pas. Et un peu comme un automate. Donc première vraie séance de sport. De ma vie en fait. Poussé par toi-même en fait. Exactement. Ça venait du plus profond de toi-même, contrairement au karaté comme tu disais précédemment. Exactement, c'était vraiment la première séance de sport. Ouais, je m'étais entraîné à l'école mais ça venait pas de moi-même, d'ailleurs je séchais régulièrement les cours. Et karaté ça venait pas de moi-même non plus, donc okay. C'était ma première séance de sport vraiment. Et j'ai compris la différence. Ouais. Et j'ai appris beaucoup de choses durant ces arts martiaux là. J'en ai fait pendant 8 ans au total. Première chose, c'est que aux arts martiaux t'as les kiaps. Je sais pas si ça te parle. Non. Les kiaps, c'est quand comme au tennis, c'est quand tu mets un coup dans la raquette, tu cries pour extérioriser. Ouais, ok. J'étais tellement timide que j'osais pas kiaper, alors que tout le monde kiapait dans la salle. Et on me disait, mais si tu sais, c'est comme si tu mets un coup de poing, mais tu fermes la bouche. Ouais. T'as pas de souffle. T'es pas obligé de kiaper en soi, tu peux juste faire un souffle, mais il faut que t'extériorises un peu. C'est de l'énergie, tu vois. Ouais, bien sûr. Il faut pas que tu gardes tout en toi. Et tout le monde kiapait, et moi je kiapais pas. Et on me disait, mais tu vas exploser. Comment tu fais ? Il faut que tu le fasses. Et j'avais honte de le faire, et j'ai fini par le faire, puisque je suis resté 8 ans, je pouvais pas rester 8 ans sans le faire, tu vois. Et du coup, je l'ai fait, et en fait, ça a été vraiment libérateur pour moi. Okay. Parce que c'est comme si j'avais cette puissance, en gros, tu vois, qui était accumulée, que je gardais. D'énergie depuis des années, depuis ton Mais enfance. ouais, exactement, j'avais tout ça en moi, et gars, jamais c'était sorti, en fait. Wow. Parce que je m'énervais pas, je restais calme face à tout le monde, et même, je me sentais même pas légitime à m'énerver, parce que si je m'énerve contre qui, je vais me faire casser la gueule, tu vois. Donc je vais pas aller m'énerver pour aller me faire prendre une raclée. Donc à ce moment-là, je me dis... je commence à libérer un peu tout ça, et je me fais à moi-même la réflexion qu'en fait ça me fait vraiment du bien. Ouais. Et ça me fait vraiment, vraiment du bien, dans le sens où, à la fin, gars, je te lâchais des cris, ça avait aucun sens. Les gens, et je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que, en fait, quand tout le monde, parce que tu passes, même si les autres ils avaient moins de courbatures, tout ça, tu passes par des moments de souffrance. Partout pareil, quand tu t'entraînes. Et quand tout le monde fait des cris, tu sais, quand t'es énervé, enfin pas quand t'es énervé, mais quand t'es épuisé, ton énergie que tu envoies dans chaque coup, elle est beaucoup moins intense. Et là, quand t'as plus d'énergie, tu lâches un cri qui réveille toute la salle, et genre tu fais sortir presque une bête en fait. Ouais. Et là, ça réveille tout le monde. Et ça relance l'énergie de la salle presque. Et je comprends ça, je me dis, mais c'est trop puissant en fait. Pourquoi j'ai jamais extériorisé ? Pourquoi j'ai tout gardé pour moi ? Parce que cette énergie-là, en fait, je peux presque la contrôler. Parce que si je la garde en moi, je peux presque la contrôler. Si tu arrives à garder une énergie et ne jamais la faire sortir sans jamais perdre ton sang-froid, tu te dis, ouais, en fait, je contrôle un peu mon énergie. Faut pas que je la bloque tout, faut que je la laisse circuler, faut que ce soit fluide. Mais je peux contrôler cette énergie et je peux me faire appel dans les moments difficiles. Donc là, je comprends que c'est comme si... Comment je pourrais imaginer ça ? C'est un peu comme si t'avais une porte dans ton corps. C'est une porte remplie d'énergie. Et que tu choisis... Il y a des gens, ils s'énervent pour un rien, tout le temps. C'est comme si la porte était grande, ouverte. Et que toute ton énergie, dès qu'il y a un petit truc, bah ça sort. Tu réfléchis pas, tu sors, tu t'évacues tout. Et moi, c'est comme si la porte était tout le temps fermée. La salle, elle s'est accumulée d'une putain d'énergie, mon gars. Et c'est comme si, en fait, à chaque fois que j'ai besoin de cette énergie, je vais pas ouvrir la porte. Je vais juste laisser entrepasser un tout petit peu le jour et je vais puiser que ce dont j'ai besoin dedans. Et là, il va y avoir... L'énergie est tellement accumulée que juste tu te laisses passer un jour un peu la lumière, t'es envahi d'un second souffle. C'est pour ça que maintenant, j'ai l'habitude de dire quand je m'entraîne que genre j'ai mon 3e souffle, 4e souffle, 5e souffle. Parce qu'en fait, j'ouvre la porte quand je veux. Tu vois ?
Ça veut dire que quand tout le monde est claqué, il me suffit de entrouvrir un peu plus la porte et je vais aller puiser tellement profond que, Ouais. mon gars, tu vas jamais m'éteindre en fait. Et ça, j'ai trouvé ça puissant, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais j'ai compris qu'il y avait un truc, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et donc, je continuais à m'entraîner et de plus en plus dur parce que ce qui se passait, j'ai commencé à comprendre mon premier cercle vertueux. J'étais que dans des cercles vicieux avant. Et là, en fait, plus je m'entraînais, plus j'étais accepté. Tu vois un petit peu ? Parce que je me disais, je trouvais ça dingue que déjà, ils m'invitent à des repas. Genre, c'est tout con parce que t'invites tout le club. Ouais. Je disais, ils invitent tout le club, mais ils m'invitent moi aussi, tu vois. C'était dingue pour moi. Et je disais, waouh. Donc là, j'ai potentiellement ma première famille. Ok. Enfin, je parle famille autre que la mienne. Oui. Famille d'amis extérieurs, etc. Donc là, je rencontre ma première vraie famille d'amis, on va dire. Et c'était que des gens intéressants, que des gens qui étaient bons délire, des gens qui avaient un bon mindset, et ça me fait du bien. Je me rends compte que j'ai des similitudes avec eux. Même si moi, je reste toujours cette personne éteinte. Hein. Je vais pas me confier ni rien, mais je suis plus à l'aise d'être dans la même pièce et de les écouter parler, parce que les sujets m'intéressent. Comme si je m'intéressais enfin aux discussions des gens. Je disais, waouh, ce qu'il dit, c'est intéressant, parce qu'il parlait des trucs de l'armée, il parlait des trucs... c'était bien branché là-dessus. Et moi, j'écoutais, puis, tu sais, quand t'es un maître mondial, mon gars, des histoires t'en as raconté, et c'est pas les histoires que t'entends dans les PMU. Hein. C'est des histoires, c'est tellement inspirant, tu fais, mais ça existe, ce genre de vie, quoi. Et du coup, tes fréquentations, ça passe des derniers de la classe des cancres à genre un maître mondial et tout. C'est incroyable. Ça change tout. Et je m'intègre un peu dans cette nouvelle famille. Et je m'y investis de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus. Mais à côté, j'ai toujours cette vie avec mes amis. Je sais pas si c'est par... pas forcément par dépit. Enfin, je trouve pas le mot. C'est pas dépit, c'est... peut-être pour avoir un semblant de vie d'adolescent. Tu sais, qui sort encore en boîte. Parce que je me dis, si je me coupe de ça, en fait, j'ai que l'entraînement. C'était une habitude que tu avais développée. Ouais, et puis pour moi, c'était important le social quand même. Même si je l'étais pas, c'était important de quand même avoir un cercle d'amis à cette époque-là. Et donc, j'alliais un peu les deux. Et là, c'était un peu une petite anecdote sympa. C'est que j'ai peut-être donné des idées d'ailleurs aux gens du Discord qui sont chauds. C'est que quand j'allais en boîte de nuit, parce que j'aimais pas aller en boîte. J'aimais pas aller en boîte, mais j'y allais quand même. Et ce que je faisais, c'est que je proposais d'être conducteur. Parce qu'après, ils avaient eu le permis. Donc je disais, ok, moi je suis Sam, je conduis, comme ça je bois pas. Parce que j'aime pas boire, dans tous les cas. Et j'allais danser. J'aime pas danser. Mais je mettais un pantalon large et je mettais des lestes sur mes poids. Et pendant toute la nuit, j'étais sur la piste à faire des mouvements qui avaient aucun sens, juste parce que moi je considérais pas que je dansais, je considérais que je m'entraînais pour prendre de l'avance un peu, pour rattraper mon retard à la salle. Et du coup, je sortais et j'alliais, mais mes amis ne le savaient pas que je faisais ça. Donc j'allais pas leur dire, parce que je parlais pas beaucoup, et puis ils m'auraient pris pour un mec bizarre. Donc je mettais mes lestes de 2 kilos sur chaque jambe. Aux chevilles, c'était Ouais, aux chevilles. Aux chevilles. Ouais, sur les chevilles. Je mettais mon pantalon un peu large qui venait cacher ça. Ouais. Et puis j'allais en boîte de nuit et puis je m'entraînais en fait. Je m'entraînais en boîte de nuit, gars. C'était incroyable. Première anecdote. Ok, t'as commencé à mettre des plans en place, à te reprendre en main. Donc première vraie prise de conscience vers 19-20 ans dans cette salle, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment une prise de conscience, c'était que j'avais trouvé un objectif. Ouais. Mais j'avais pas de prise de conscience du genre changer tout ça encore. C'était juste que j'avais trouvé quelque chose qui me faisait plaisir. Avec une nouvelle famille. Et des très belles notions de vie. Parce que tu passes par des moments où tu te fais éclater, mais tu dois te relever. Et retourner. Donc tu passes par ce moment où tu te relèves, tu retournes. La norme.
Mais ouais, parce que tu sais que tu vas te relever, mais tu vas te refaire éclater. Parce que, en fait, c'est pas comme la boxe où tu peux te relever et gagner. Parce que là, t'es un partenaire. Donc, si ton partenaire travaille, tu sais, c'est les clés de bras, tout ça, ça veut dire que tu te relèves juste pour aller prendre cher. En gros. Ok. Donc, tu te relèves, tu sais que tu vas pas mettre. Sauf quand ça va être ton tour après. Mais tant que ton gars en face, il doit travailler ses prises, c'est toi qui vas prendre cher. Donc, tu te relèves, tu prends cher, tout ça. Et moi, j'étais bon pour prendre cher. Vu que j'étais tout maigre et tout, j'étais un bon voltigeur. Et ça me dérangeait pas. Du coup, je faisais partenaire de pas mal de personnes qui faisaient leur passage de grade. Donc passage de grade, ça veut dire que pendant 1 heure ou je sais pas combien de temps, tant qu'il a des clés à faire, il fait tout son programme sur un partenaire. Et moi, je faisais le partenaire de... Tout le monde me voulait moi comme partenaire. Donc moi, ça me faisait plaisir. Ça. Je me faisais éclater par tout le monde. Et ouais, j'ai eu... D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré le grand maître, c'était... il était venu en France. Et... c'était assez marrant parce que il y avait eu ce moment où c'était même pas marrant, ça a été très humiliant pour moi. Où il avait une genre de raquette un peu particulière où le coup de pied favori du grand maître, c'est un coup de pied retourné où tu fais un demi-tour sur toi-même et tu mets un coup de pied de talon circulaire. C'est comme ça qu'il a gagné beaucoup de combats par KO, tout ça. Et donc c'est le coup de pied qui était un petit peu maîtrisé par tous les high level et que on essayait de te faire intégrer. Et moi j'étais ceinture jaune quand j'ai vu pour la première fois le grand maître, et il tenait cette raquette, quand tu tapais dedans tu t'éclatais le pied si ton pied n'était pas formé, et moi mon pied à ce moment là il n'était pas du tout formé, donc je m'éclatais le pied à chaque fois, mais après tu le sens plus, mais au début tu le sens, et genre ça faisait un peu comme une file d'attente derrière lui, où tu vois tu fais des coups de pied, je sais plus si c'était des séries de 10 ou jusqu'à l'échec, parce qu'il aimait bien faire jusqu'à l'échec. Et bref, quand c'était mon tour de taper, je mets 2 coups de pied ou 3 coups de pied, et là il enlève la raquette. Et il parle bien coréen, mais quand il parle français, il fait des mélanges un peu français, anglais, de signes, tu comprends très bien ce qu'il dit. Et là, il a enlevé la raquette, il m'a fait dégage. Il a pas dit dégage, mais il m'a fait dégage comme ça. Et c'était humiliant pour moi. Parce que je savais pas faire, c'est sûr que je savais pas faire. Mais j'ai fait wow, ok. Et je voyais les autres qui continuaient à taper, mais moi ils m'avaient pas accepté dans le groupe de ceux qui pouvaient taper dans la raquette. Et je me suis dit ok. Je me suis dit bon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il va falloir que tu travailles mon gars. Et là j'ai eu ce premier vraiment déclic un petit peu, donc c'est cool que j'ai été rejeté comme ça, parce que ça m'a réveillé sur certaines choses. Et j'ai vraiment travaillé encore plus sur mon entraînement. Au point où je suis même parti 2 fois en Corée m'entraîner avec le grand maître. Ok. C'est là-bas où j'ai passé ma ceinture noire d'ailleurs. Oh. Parce que les ceintures noires, t'es obligé de les passer devant le grand maître. Ça veut dire c'est soit tu vas en Corée, soit t'attends qu'ils viennent. Okay. Donc moi je suis parti en Corée pour passer ma ceinture noire, et quand tu pars en Corée c'est pour 2 semaines et c'est tous les jours l'entraînement. Sauf le dimanche je crois. Le dimanche tu t'entraînes pas, tu te réveilles le matin, tu vas t'entraîner, tu manges un peu, tu vas t'entraîner toute l'après-midi, et après t'as ta soirée.